Expo, elle est tellement bad. Yeah man, c'est Taïro qui dit ça, big up Hip Hop Corner. Tu veux des news, tu veux de l'info, tu veux des vraies interviews, c'est ici. Elle est ma petite star, ma petite star, petite star. Elle m'emmène et je pars, baby. Aujourd'hui, avec le soldat Taïro, Ça va? ça fait plaisir. Grand monsieur du reggae dancehall en France. Donc là, pour Hip Hop Corner aujourd'hui, on va partir sur une petite interview. Ça te va? Je suis là pour ça. Ah. Let's go. T'es chaud? Bon, on va commencer par la première question. Alors bon, je vais pas être complètement objectif parce que c'est vrai que je suis un grand fan de l'artiste. Et justement, j'ai découvert une petite anecdote il y a pas longtemps qui m'a rendu assez ouf. C'est que quand j'étais jeune, dans les années 90, on va dire en l'an de grâce, Ideal J, t'avais posé pour Section Fou. Oui, c'est vrai. C'était la première fois que j'allais en studio de ma vie. C'était avec eux. Alors vas-y, raconte-moi un peu cette ambiance, parce que là du coup c'était le premier CD commercialisé et tout quand même. Il y avait quelque chose. Ouais, c'est vrai, c'est marrant parce que donc en fait c'était les potes d'un gars qui était avec moi dans mon petit posse, quoi, tu vois, du Youth Mountain, et qui s'appelait Apology, qui s'appelle toujours Apology d'ailleurs, et on avait rencontré ces gars-là, et puis je sais plus, je crois qu'on avait fait, je sais pas si on avait fait un son de quoi ils nous avaient entendu, et donc ils avaient dit à Apollo, ouais viens avec Taïro, on va faire, d'ailleurs je m'appelais pas Taïro à cette époque-là. Je te donne le blaze ou pas? Wicked Dread. Voilà. Et donc ils m'ont dit ouais vas-y pose aussi un truc et on a fait ça et c'est marrant d'ailleurs parce que tu parlais d'anecdotes là. Quand j'ai commencé à faire de la musique, on m'avait prêté un petit préampli guitare, tu vois, mais vraiment tout petit, un truc miniature dans lequel je pouvais brancher un micro. Et quand des potes à moi faisaient des soirées genre à part chez eux, tu vois, je sais pas, je vais avoir 14 ans, tu vois, 14-15 ans. Ben moi j'avais un gros sac à dos et je foutais ça dedans et j'allais, je chantais, tu vois, je me branchais, tac, je mettais un CD de Herbie Hancock, l'album Watermelon, bon c'est du jazz, hein, Ouais. mais il n'y avait pas de paroles dessus, donc ça me permettait, ça freestylé. faisait comme des instrus. Et donc je chantais comme ça et au bout de 15 minutes tout le monde allait dans la cuisine, tu vois. Genre qu'est-ce qui se Et moi passe? je leur disais mais non mais attendez, c'est ouf là, ce qui se passe. J'allais dans la cuisine et puis reparler dans le salon. Et donc mes potes, la première fois que j'ai sorti ce truc là, ce disque, je leur ai amené ce disque, j'ai dit ouais regardez j'ai fait un truc. Et ils me croyaient pas évidemment, ils disaient non c'est pas toi. Et du coup, est-ce que cette connexion elle t'avait apporté quelque chose à l'époque, te faire remarquer? Il y a des gens qui sont venus vers toi? Pas directement grâce à ce disque, moi c'est vraiment par le son de système que je me suis fait connaître et que j'ai réussi à engager justement d'autres studios, voilà, d'autres contacts et de faire d'autres morceaux en studio. D'accord. Bon bah du coup après il y a eu, à une échelle d'artiste, t'as quand même un énorme buzz à l'époque sur la BO de Taxi 2. Ouais. Donc Taxi 2, bon les films, je dirais pas c'est bien, c'est pas bien, mais ce que je veux dire c'est que musicalement c'était des événements hip-hop, chacune des sorties, la première avec Marseille la nuit, Dayam, etc. Beaucoup pensent avoir tout compris, mais personne ne connaît, non, l'histoire du livre de la vie. Et Taxi 2, là t'as quand même 3 feats et un solo. J'ai même plus que ça. Il y a 18 titres et... J'ai retenu les 4. Il y a 18 titres et en fait en gros on était 6 à se partager les 18 titres. Donc on avait chacun un solo, plus des combinaisons à 2 ou à 3, un morceau où on était tous les 6 aussi. Donc peut-être que ça fait 4 morceaux, je me souviens plus exactement. Et effectivement c'est comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que je faisais des sons de système, un jour en descendant de scène, il y a un gars qui vient me voir, il m'a dit ouais voilà je travaille avec un gars en maison de disque, on voudrait te manager. J'ai dit ok, ils m'ont emmené dans le studio des sages poètes de la rue, on a fait en une après-midi, on a enregistré les maquettes sur des 45 tours, sur des phases B de 45 tours. Et cette maquette elle s'est retrouvée sur les bureaux de Virgin au moment où Bresson il appelait Akhenaton pour lui proposer justement de prendre la réalisation de Taxi 2. Par chance, il a écouté cette maquette, il a trouvé que c'était frais. J'ai fait une rencontre avec Aïcha, sa femme. Il s'avérait qu'on avait grandi dans le même quartier à Paris. Wow. Je connaissais son cousin et tout, donc ça a facilité la rencontre. Et donc je me suis retrouvé à faire ça. Et effectivement, de là, par contre, là, Taxi 2, ça m'a vraiment donné beaucoup d'opportunités de travail. Ça m'a mis au... C'était la deuxième fois que j'allais au studio de ma vie. Pas te mentir qu'à l'époque justement il y avait les artistes reggae français souvent faisaient les refrains des rappeurs. Ouais. Et pour moi t'étais monsieur refrain. Chaque fois vous étiez deux comme ça, je trouve, il y avait Blacko et toi sur ce créneau là. Mais à chaque fois je me dis putain si tu veux faire péter un son, mettre un refrain, faut qu'il y ait du Taïro,
Franchement, c'était lourd. Du coup, là, après, dans les années 2000, c'était la grande ère du dancehall. Il y a eu le buzz Guadada d'Admiralty, etc., qui a, on va dire, ouvert le dancehall à un public moins connaisseur, en fait. Et t'es arrivé avec un son qui était le son avec Flya, c'était Elle veut, c'est ça. On est d'accord. Elle veut un homme qui l'aime, un qui la protège et un qui la respecte, ça elle a besoin. Elle veut pas qu'on l'élève, qu'on la contrôle, pas moins qu'on l'enferme, elle a pas besoin. Elle veut un homme qui... Pourquoi, et ça c'est une question qui est vraiment personnelle mais j'aimerais que tu répondes, pourquoi le premier projet que tu as sorti c'est en 2007, la Street Tape, pourquoi il n'y a pas eu d'opportunité? Parce que franchement je pense que je ne devais pas être le seul à avoir eu ce coup de cœur de se dire l'artiste il est vraiment... Écoute, en fait, effectivement c'est de ma faute en fait, parce que moi je me sentais pas, en fait je pense que j'étais pas prêt, j'avais pas les épaules, en tout cas je considérais que j'étais pas prêt de sortir un premier album et peut-être tout simplement j'avais peur en fait. D'accord. J'avais tellement pris maintenant à ce moment-là, pris l'habitude de faire soit un refrain, soit un couplet, soit de partager, tu vois, comme dans Taxi, des morceaux avec plein de gens, que sortir mon truc tout seul et avec le succès un peu qu'on avait eu avec Taxi 2, avec Dealer de Raga, je crois que j'ai eu peur en fait, tout simplement. Tu savais que t'étais attendu? En tout cas, je pensais que j'étais attendu et j'étais pas vraiment prêt. Mais j'avais commencé quand même à enregistrer un album justement en 2007. Et en fait, j'ai fait cette street tape avant pour pouvoir justement, tu vois, me débarrasser un peu ça. Tu vois comment les gens réagissent? Même pas vraiment ça, mais dire bon bah voilà, il y en a un qui est sorti, c'est bon, je peux en faire un autre, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a vachement aidé en fait. Le fait d'en faire un, et après j'ai commencé à enchaîner les disques. Bien sûr, j'ai cru que j'en avais déjà parlé, autant pour moi, donc oui, Curse et Âme. Comme on en parlait en aparté tout à l'heure, pour moi cet album c'est un album de chevet dans le sens où tellement je l'ai entendu et je l'ai kiffé, j'avais l'impression qu'il allait tourner en radio partout. Ouais. Et tu me disais qu'en radio il n'y avait pas eu forcément le soutien de l'époque attendu dessus. Non, il n'y a pas eu de soutien radio. Il y a eu Génération qui avait joué le jeu un peu avec En jouant Je ne t'aime plus. Effectivement, peut-être Ado FM ou comme ça, des petits trucs par-ci par-là. Mais Skyrock ne m'a jamais joué en playlist. Énergie évidemment non plus. Après, moi je vais te dire, franchement, j'écoute pas trop la radio. Parce que comme j'avais pas de voiture. Après, la radio, l'écoute surtout en voiture, je crois. Bah ouais, parce que c'est pour accepter de se manger la pub, forcément, ça on est d'accord. Laisse la musique jouer son rôle. Les musiciens vont te faire perdre le contrôle. Que ce soit du hip-hop. De quoi, mais Curse et Âme, moi l'impression que j'en ai, c'est que si je prends mon entourage, par exemple, j'ai dit j'interviewe Taïro. Ils m'ont tous dit, oh, Curse et Âme, oh, le son, je taille. Oh, tu vois, ces sons-là, ouais. Vraiment, pour moi, c'est un énorme succès d'estime. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi. Je pense que c'est effectivement plus un succès d'estime, en tout cas qu'un succès commercial, parce que ce disque-là, on n'en a pas vendu plus de 10 000. Je sais même pas si on est arrivé aux 10 000. D'accord. Donc clairement, c'était surtout pour Warner, c'était pas une réussite commerciale. Et c'était une époque où en plus où il y avait encore des possibilités de vendre des disques. J'en ai vendu plus avec Ainsi soit-il par exemple. D'accord. Mais effectivement, je sais pas, il y a eu une espèce de... À part sur les projets où finalement c'était pas mon nom qui était, tu vois, où je ne défendais pas que moi, j'ai jamais eu vraiment en fait de gros succès, tu vois, sur mes albums solo ou mes street tapes. Après, dans le temps, effectivement, je vois que mon nom, quand je vais dans des soirées ou quoi, je vois que les gens ils me disent, tu vois, je sens que les gens ont du respect pour moi et pour mon travail, tu vois. Mais tu vois, j'ai jamais eu de disque d'or pour mes trucs, enfin c'est pas grave, hein, mais je veux dire, j'ai jamais eu de gros succès, j'ai jamais eu de morceaux à moi solo qui sont passés en radio, en playlist sur des grosses radios, alors qu'effectivement avec Dealer de Raga, avec Taxi, avec Faflara, j'ai eu ces succès-là, M6 a joué les clips et tout ça. Donc je sais pas trop à quoi c'est dû, mais effectivement j'ai un déficit un petit peu de ce côté-là. Non, mais Hip Hop Corner, s'il vous plaît, Hip Hop Corner. Il faut donner du love à Taïro. Il faut qu'il y ait des réactions. Cette interview, vous entendez un artiste aussi fort que Taïro vous dit j'ai pas eu le love qu'il me fallait. Il faut donner beaucoup de love. Beaucoup de love. Parce que l'artiste derrière, chaque fois qu'il y a un like, qu'il y a un commentaire, que c'est bon, il y a un achat, il y a quelque chose, c'est que du love. Ça c'est très important. Grand artiste veut dire grand love. N'oubliez jamais. On va enchaîner, mais je voulais qu'il le sache. Merci. Je voulais qu'il le sache. Merci beaucoup. Merci. Je voulais qu'il le sache tous. Donc, du coup, on va arriver à notre actu du moment. Reggae français. Donc reggae français, 30 septembre. Soit-il finalement entre.
Non mais t'en as parlé, j'ai pas enchaîné, Ainsi soit-il, album validé, il y a eu des featuring comme Youssoupha et tout. Pour moi là-dessus, c'est dans l'historique, tu as dit toi-même, il y a eu des bons résultats avec Ainsi soit-il, je ne peux que le croire. Ainsi soit-il, pour moi, était beaucoup plus reggae que Cœurs et âmes, où il y avait limite de la soul, un peu R&Bisante. Mais quand je dis R&Bisante, c'est pas négatif, dans le sens où ça allait plus sur des rythmiques slow, slow et R&B. Et low tempo, ouais, c'est vrai. Yes. Donc du coup, Ainsi soit-il, on est revenu sur le pur reggae. Mais on arrive encore sur le level reggae encore au-dessus, qui est reggae français. D'accord? Donc reggae français, si mes souvenirs sont bons et si j'ai bien compris, c'est le 30 septembre. Exactement. Vous avez noté 30 septembre. Donc 30 septembre, reggae français qui sort. Alors, j'ai plein de questions sur le projet, je l'ai écouté, j'ai eu de la chance, et oui, VIP, Hip Hop Corner, si tu veux. Quand on écoute ton projet, ce projet-là, on a l'impression qu'on vit un live. Il y a un band qui joue. Première question, est-ce que tu travailles toujours avec le même band sur ce projet? Est-ce que de la première à la 13e piste, c'est le même band? Ouais, c'est le même groupe et c'est le groupe avec lequel je joue en live aussi, ça s'appelle le Family Band. Et j'avais envie, et non seulement c'est eux qui jouent sur le disque, mais on a co-composé les morceaux ensemble aussi. Donc en fait, il y a un peu un côté, après moi j'ai écrit les textes un peu de mon côté, des fois même avec des co-auteurs, j'ai fait appel à des gens, mais musicalement on l'a construit vraiment comme si on était un groupe, quoi. On l'a construit un peu à l'ancienne, comme les groupes de reggae le faisaient dans les années 70 ou 80. Donc pour le processus de création, en gros, vous vous voyez dans une salle avec le band, ils commencent un peu à jouer des trucs, toi tu commences à chantonner et les trucs ils viennent comme ça, c'est ça? Ça s'est passé à peu près comme ça. Là en gros c'était, moi je composais des trucs un peu de mon côté, je venais avec en studio de répète. Quand tu composais, c'était avec quoi, un clavier? Avec un clavier maître sur un logiciel, tu vois, les logiciels que tout le monde a dans son ordinateur. D'accord, ok. On peut avoir. En fait c'est quand j'ai une mélodie, je trouve une grille d'accords. Juste la peau, je me prends pas la tête, c'est juste pour pouvoir, tu vois, trouver le rythme, faire un petit beat, un truc pas compliqué. Je cherche pas à être j'ai jamais eu une volonté d'être un producteur, moi, c'est vraiment juste pour construire les chansons. Je prenais ça avec moi, on allait en studio de répète avec les gars, je disais ouais tiens moi j'ai ça comme idée. Chacun prend son instrument, on se dit bon bah ouais ça c'est bien, ça c'est pas bien. On commence à jouer, je pose ma mélodie dessus. Et voilà, et après, et en fait je vais même te dire tout l'album, à part 3 morceaux, il vient d'une seule et même répète. C'est incroyable. Donc après, une fois que le redeem, tout le monde est satisfait de ce qu'on entend, je prends le dictaphone, j'enregistre. Donc le son, je prends la salle de répète, tu vois. Et j'enregistrais le truc comme ça. Chez moi, je faisais une boucle qui me permettait, que je trouvais la plus intéressante. J'écrivais les lyrics, j'enregistrais la maquette, je renvoyais aux musiciens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, c'est cool la chanson ou pas, etc. Après, on a fait une ou deux répètes avant l'enregistrement pour justement un peu mettre en place, être sur des structures. Après, on a été en studio d'enregistrement. Au studio d'enregistrement, ce qu'on fait, c'est que là, moi, j'ai la structure de la chanson. Pendant que les gars y jouent, moi, j'ai un micro dans la cabine avec l'ingénieur et je fais une voix témoin, je chante en même temps qu'on joue. Donc, on fait comme si on enregistrait un live, quoi, tu vois. Une fois que la prise est terminée, on en fait encore une, voire deux, tu vois. On choisit la meilleure. On fait ça sur plusieurs morceaux. Et une fois que les morceaux sont enregistrés, que les musiciens ont joué, on fait des overdubs, c'est-à-dire on vient rajouter des arrangements. Moi je fais mes voix def. Une fois qu'on a les voix def, on fait les chœurs. Une fois qu'on fait les chœurs, on rajoute encore quelques arrangements. On envoie ça au mix. Quand tu reçois des instrus chez toi, tu enregistres sur ton ordi ou quoi, tu t'engages vocalement différemment que quand tu es dans un studio de répète avec les musiciens. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que je répète avec des musiciens et qu'on construit en répétition, tu vois, dans un studio où il y a de l'espace, de l'air, t'es pas au casque, t'es pas enfermé, ça m'engage différemment vocalement, quoi. Ça me donne une autre façon de chanter et j'avais envie d'aller chercher ça. C'est une autre inspiration, le fait de jouer et de composer en live, c'est-à-dire que les mecs ils jouent et ta mélodie elle te vient comme ça, c'est encore différent quand t'es chez toi, seul, enfermé dans ton casque. Donc ça c'était important pour moi, c'était une des raisons pour lesquelles je voulais absolument faire ce travail de cette façon-là. J'avais une autre question par rapport à ton projet justement. Là je pense qu'on est dans du 100% Taïro. Si j'ai bien compris, à part Champion, où
ou c'est peut-être une de tes choristes qui est avec toi ou en featuring? Il a une choriste de Gentleman, mais qui s'appelle Trisha, qui a aussi une carrière solo, qui a enregistré l'année dernière un album avec un producteur français sous un label qui s'appelle Undisputed Record. D'accord. C'est un gars de l'Est de la France qui s'appelle Haïti, que je connais bien, et j'avais écouté l'album et je l'avais trouvé super. Et pour te dire la vérité, normalement, mon idée c'était d'avoir un feat dans l'album et c'était Alpha Blondy, je l'avais au téléphone, on devait faire un titre ensemble, il était motivé et tout ça, et finalement on n'a pas pu le faire à cause d'un problème de studio, et donc j'avais pas de feat dans l'album, et je trouvais que ce morceau, le morceau champion qui a un peu teinté soul aussi, tu vois la mise en place, elle a un côté un petit peu soul et je trouvais que ça correspondait vachement à l'univers de Trisha, donc je lui ai proposé de faire ce titre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas plus de feat dans l'album. Ah mais il y a du 100% Taïro, les gens qui veulent du Taïro ils sont ça. Voilà. Donc moi j'ai une petite question bonus. C'est pareil, je me fais plaisir avec cette interview. Une petite question bonus, j'entends beaucoup de reggae depuis ma jeunesse. Il y a beaucoup d'artistes très bons, etc. Mais pour moi, même dans la musicalité, quand on prend certains, dès qu'on n'est pas dans le haut niveau, il y a des fois peut-être des fausses notes ou des voix qui vont un peu dérailler. Certains diront que ça fait partie du style. Et moi, ce que j'ai toujours apprécié chez toi, c'est que tu es toujours dans le juste. C'est-à-dire que tu as une voix, même sur Cœurs et âmes, tu l'as prouvé encore plus, que tu peux swinguer, enfin tu peux pas switcher de soul à reggae et tout. Est-ce que tu es passé par une école de musique? Ou est-ce que vraiment c'est le développement dans le milieu reggae, raga, qui t'a fait travailler ta voix comme ça? Non, je suis pas passé par une école de musique, d'ailleurs je regrette un petit peu aujourd'hui, parce que ça m'aurait fait avancer plus vite et peut-être être meilleur musicalement. Mais c'est assez étonnant ce que tu me dis, parce que c'est vrai que moi c'est marrant, mais quand j'ai commencé à chanter, quand j'avais 15-16 ans, j'étais hyper convaincu par ce que je faisais. J'étais vraiment hyper convaincu, genre je me disais, tu vois, je te dis, j'allais dans les soirées de mes potes, genre mais vous êtes fous là, vous ne vous rendez pas compte ce qui est en train de se passer. Allez pas dans la cuisine, revenez, tu vois. Mais en fait, j'étais nul. D'accord. Tu vois, j'étais pas bon, mais je ne le savais pas, tu vois, mais j'étais convaincu. Et en fait, plus j'ai avancé dans la musique, et plus je me suis rendu compte de mes lacunes. Et je pense quand même que, justement, en tout cas, cet album-là, je suis quand même meilleur qu'avant, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je réécoute Cœurs et âmes, il y a des trucs que j'écoute et je me dis c'est pas dommage, tu vois, parce que c'est un morceau aussi, c'est la photo d'un instant et on est ce qu'on est à un moment donné. Et comme disait Alain Souchon, là je l'ai vu il y a pas longtemps, un artiste ça fait ce qu'il peut. Michel-Ange il fait la chapelle Sixtine, c'est extraordinaire, et puis des artistes plus petits, ils n'ont pas fait un super lyrique, c'est pas génial, mais voilà, chacun fait ce qu'il peut, tu vois. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, enfin moi c'est ce qui me plaît aussi dans la musique, et surtout quand, comme moi, t'as pas fait d'école de musique, je viens pas d'une famille de musiciens ou quoi, c'est que tu as une perspective de progression, tu vois, et de perfectibilité, de devenir meilleur qui est infinie. Déjà, il y a des perspectives de créativité, tu vois, qui sont immenses, mais en plus, tu peux continuer à apprendre et à progresser. Donc c'est un des trucs aussi qui fait que je me lasse pas encore de ce métier-là. D'accord. Tu me disais en aparté tout à l'heure, vous avez bossé avec James Caruso. Ouais, exactement. Donc c'est un ingénieur américain qui a bossé avec Nas, avec Notorious Big, avec Stephen Marley, Damien Marley. Comme c'était notre référence de mix, on s'est dit bon, pourquoi pas essayer. On lui a envoyé 2-3 morceaux. Il nous a dit ça sonne bien, c'est cool. Il nous a fait une proposition, on a négocié un petit peu et il nous a franchement donné la possibilité de bosser avec lui, parce que c'est sûr que ça coûte un peu d'argent et que dans notre économie ça aurait été difficile. Ah, donc il a donné un coup de pouce. Il a donné un coup de pouce et il a fait un super boulot, donc c'est aussi pour ça que ça sonne de cette manière. On est sur scène là, le 30 septembre même, on est à Saint-Brieuc. Le lendemain on sera à Massy-Palaiseau. Le 8 octobre on sera à Kingersheim en Alsace. Là j'ai pas toutes les dates en tête, mais vous pouvez retrouver toutes mes dates sur Facebook, Instagram, Twitter. On est sur la route jusque mi-décembre, on passera pas loin de chez vous, c'est sûr. Et on sera là aussi en 2017, donc voilà. Si vous voulez nous voir, vous pouvez pas nous rater.
Si vous voulez en bonus, il y a un petit instant Nutella. Vous allez sur la page de Taïro Facebook. Il a un petit freestyle dans sa cuisine. C'est ta cuisine ou c'est la cuisine de quelqu'un d'autre? Non, c'était ma cuisine. Où il fait un petit son a cappella avec un pote à la guitare. Je crois que c'est un des sons ainsi soit-il. Exactement, c'est M la vie, c'était le futur M la vie. vie. Donc voilà, faut aller regarder ça musicalement, ça trompe pas. En tout cas, c'est un kiff. Merci beaucoup. Je suis honoré. Faut-il être d'accord? Inutile de tirer sur la corde. Apaisons notre discorde. Tu sais, je peux comprendre. Tu sais, je peux apprendre.